Bonsoir, merci pour la présentation. Ce soir, je vais vous parler de schémas numériques, de triangulation, et plus généralement de schémas numériques pour des EDP, qui sont fondés sur de la géométrie algorithmique, mais où, par rapport aux triangulations qui sont des objets globaux, qui maillent tout un domaine avec une topologie qui doit être respectée globalement. Les objets que je vais vous présenter pour la discrétisation d'équations dérivées partielles sont construits localement, point par point, à l'aide de structures souvent issues de l'arithmétique. Voilà, donc c'est une approche différente qui va permettre de traiter des équations dérivées partielles fortement anisotropes, en adaptant en un certain sens le maillage, mais en trichant, c'est-à-dire en ne s'occupant pas d'avoir une consistance globale d'une triangulation, mais en fabriquant localement des schémas qui ont des propriétés géométriques souhaitées. Alors, voilà, je vais vous parler des réductions de Voronoi. Donc c'est bien le même Voronoi que celui des diagrammes de Voronoi, mais avec un point de vue surtout arithmétique. Et donc, Voronoi, en fait, il cherchait initialement à classifier les formes quadratiques, et notamment dans leur interaction avec le réseau ZD, puisque c'est ce qui intéressait les mathématiciens à l'époque. On va voir pourquoi. Et les objets qu'on étudie maintenant dans un cadre général, ils ont vraiment été introduits initialement en pensant que l'ensemble de points serait simplement la grille cartésienne. Voilà, donc on s'intéresse ici au réseau et aux formes quadratiques. Donc une forme quadratique, c'est un polynôme homogène de deux variables. On se limitera aux formes quadratiques positives. Et la plus importante d'entre elles, la plus classique d'entre elles, c'est la norme au carré dans le plan euclidien. Et puis un réseau, c'est un sous-ensemble de R2 ou de RD qui est stable par addition et soustraction. Et on s'intéressera ici principalement au réseau ZD, au réseau des points entiers. Et donc je vais vous présenter les outils, un certain nombre d'outils conçus pour étudier l'interaction entre une forme quadratique et un réseau et leur application à la discrétisation des équations dérivées partielles. Alors, depuis longtemps, les gens s'intéressent à l'interaction des formes quadratiques et des réseaux, et un des résultats les plus connus sur ce thème, c'est un résultat de Lagrange qui affirme que tout entier peut s'écrire comme somme de 4 carrés. Donc ici, on étudie les valeurs d'une forme quadratique, x1, la norme au carré, x1 carré plus x2 carré plus x3 carré plus x4 carré, sur le réseau Z4. Donc c'est un point de vue bien différent. Alors, je ne savais pas exactement à quel auditoire j'allais m'adresser, donc j'ai fait des tout petits rappels sur la notation matricielle. Donc les formes quadratiques, c'est des polynômes homogènes du second degré, et on va les écrire sur la forme générale somme des MIJ, XI, XJ, où X est un vecteur de RD de composantes X1, XD, et puis et ces coefficients MIJ, on les rentre dans une matrice, la matrice de la forme quadratique. Voilà, donc la forme quadratique s'écrit X transpose MX, et on note SD++, l'ensemble des matrices symétriques qui définissent des formes quadratiques définies positives. C'est-à-dire que cette quantité, elle ne doit s'annuler que lorsque les XI sont tous nuls. Dès qu'il y en a un qui est nul, qui est non nul, ça doit être strictement positif. Alors, comme on a une quantité qui est strictement positive, on a bien sûr envie de prendre sa racine carrée. Et ceci, ça définit une norme
une norme associée à la forme quadratique et une norme qui coïncide avec la norme euclidienne dans le cas de la forme quadratique x carré plus y carré, la forme quadratique la plus simple, mais qui va favoriser certaines directions dans le cas de formes quadratiques avec des coefficients généraux, qui va être anisotrope. Alors, maintenant, on va étudier l'interaction des formes quadratiques avec les réseaux, et ce qui est très intéressant dans un réseau, c'est ses propriétés de stabilité par changement de coordonnées. Donc si on a un réseau, disons le réseau ZD, on va pouvoir faire des changements de coordonnées, somme des IJ, XJ, des changements linéaires, qui vont retomber dans le réseau pourvu que les IJ soient tous à coefficient entier. Et qui vont être compatibles avec la propriété d'addition, donc par linéarité. Par ailleurs, si on veut avoir de bonnes propriétés, on souhaite pas seulement retomber sur le réseau, mais également être inversible, pouvoir revenir, pouvoir inverser la matrice, inverser le changement de coordonnées. Et on note donc GLD de Z, l'ensemble des matrices, donc plus symétriques, matrices à coefficient entier, qui induisent une bijection, des matrices qui induisent une bijection de ZD dans lui-même et qui sont donc à coefficient entier et qui ont en plus un déterminant égal à plus ou moins 1. C'est ça la condition qui fait qu'on a une bijection de ZD dans lui-même. Voilà, donc c'est des matrices qui déforment le réseau, qui déforment, enfin, c'est des transformations linéaires qui laissent stable le réseau. Alors, donc je vais présenter plusieurs formes de réduction. Alors, qu'est-ce que c'est que les réductions? Eh bien, c'est des outils qui servent à étudier l'interaction des formes quadratiques et du réseau ZD, et qui sont introduits de diverses manières. Donc, on en verra une due à Minkowski, qui est la plus classique, très utilisée en théorie des nombres, en cryptographie. Et puis deux autres dues à Voronoi qui ont des interprétations plus géométriques, qui sont plus liées à ce cours. Je commence néanmoins par la plus classique, due à Minkowski. Donc Minkowski se donne une matrice M, symétrique définie positive, et souhaite lui associer un système de coordonnées qui soit bien adapté. Donc comment choisir un système de coordonnées dans le réseau qui soit lié à la matrice M, qui permette de bien représenter les points dans la géométrie associée à M? Eh bien, l'idée de Minkowski, c'est de choisir la base qui rend tel que le vecteur des normes, donc norme du premier élément, du second élément, etc., jusqu'au dernier élément, soit minimale parmi toutes les bases de ZD. Donc ça, c'est la condition la plus importante. Il y a une seconde condition annexe qui sert à fixer quelques signes pour avoir une unicité de la base minimale à changement global de signe près. Et la vraie condition importante, c'est celle-ci, c'est qu'on cherche une base dont le vecteur des normes soit minimal. Minimal pour l'ordre lexicographique, donc ça veut dire en particulier que ce vecteur, norme de E1, enfin ce vecteur E1, il a une norme minimale parmi tous les vecteurs non nuls de ZD. Alors, on peut se dire qu'on est mal parti parce qu'un résultat récent montre que, en dimension arbitraire, donc si je me donne une forme quadratique, disons un coefficient entier, eh bien, calculer ce vecteur minimal, c'est NP complet, donc le nombre d'entrées de la forme quadratique. Donc en dimension très grande, il ne va pas y avoir beaucoup d'espoir de calculer cette réduction de Minkowski, ce système de coordonnées privilégié, mais en petite dimension, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7 ou 8 maximum, c'est un outil très important.
Alors, voilà en dimension 3 à quoi ressemble la base de Minkowski. Donc on a la base canonique dans le cas où la forme quadratique est celle associée à la matrice identité. Et puis on a 3 vecteurs qui vont être plus ou moins alignés avec les directions principales de la forme quadratique dans des cas plus génériques. Alors, j'avais même fait une petite animation. Pour qu'on puisse voir cette réduction de Minkowski. Donc, cette réduction de Minkowski, ça choisit des points, ça choisit un système de coordonnées dans la grille qui est adapté à la forme quadratique, donc dans le sens où il est minimal, le vecteur des normes est minimal. C'est une ellipse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette ellipse? Donc, cette ellipse, ça représente la géométrie de la forme quadratique. Donc, c'est l'ensemble des points tels que Q de xy vaut 1. Voilà. Donc, ça représente la géométrie de la forme quadratique. Et puis, les deux vecteurs, c'est les vecteurs de la base de Minkowski. Donc, on voit que les vecteurs sont des objets discrets, mais qui sont en général assez alignés avec les directions de l'ellipse. Voilà. Et puis en dimension 3, donc de la même manière, on a 3 vecteurs, donc des objets discrets qui s'alignent avec un objet continu. Alors, on introduit l'ensemble des matrices pour lesquelles la base canonique et la base est optimale, c'est-à-dire que le vecteur des normes associé à la base canonique est minimal pour l'ordre lexicographique. Et donc il y a un résultat de Minkowski qui affirme que cet ensemble, c'est un cône polyédral. Donc on va voir, c'est-à-dire que c'est un ensemble défini par des inégalités linéaires. Et de plus, que pour toute matrice symétrique définie positive, on a un changement de variable qui l'envoie dans cet ensemble. C'est-à-dire qu'il est possible, étant donné une matrice symétrique définie positive, de faire un changement de variable qui l'envoie dans ce domaine, appelé domaine fondamental. Et c'est ça qu'on appelle une réduction, c'est exprimer une matrice symétrique définie positive quelconque comme un changement de variable d'une matrice dans un domaine fondamental. Par ailleurs, la matrice qui sert à faire le changement de variable, c'est la matrice dont les colonnes, c'est la base réduite. Donc il n'y a pas à la chercher bien loin. Et puis les inégalités linéaires qui caractérisent MD+, elles ont été établies par Minkowski en dimension plus petite que 6. Alors, j'aurais pu les recopier. Et après des travaux, donc, elles ont été étendues en dimension jusqu'à 7. Voilà, donc il y a un blocage, la complexité de ces objets explose rapidement. Il y a un blocage autour de 7-8 dans beaucoup d'approches. Par ailleurs, si on cherche à optimiser des choses, à parcourir de manière intelligente cet ensemble, ce domaine fondamental, c'est intéressant de connaître ces points extrémaux, ou plutôt ces rayons extrémaux. Donc quand on a un convexe, on s'intéresse en général à ces points extrémaux. Et eux, ils sont connus qu'en dimension plus petite que 5. Donc l'approche de Minkowski, malgré ce résultat général, elle fait très vite apparaître donc des difficultés combinatoires importantes. Alors néanmoins, je vais la présenter en petites dimensions. Donc considérons une matrice ABCD qui est dans le domaine fondamental, c'est-à-dire que la base canonique, que j'ai notée E1, E2,
est réduite. Alors, comme je pourrais très bien échanger l'ordre de E1 et E2, enfin, si j'avais une norme de E2 qui était strictement plus petite que celle de E1, je pourrais échanger ces deux vecteurs et réduire strictement le vecteur des normes dans l'ordre lexicographique. Donc la minimalité de la base canonique m'indique que la norme de E1 est plus petite que la norme de E2, que le vecteur des normes est bien trié. Et donc ça, comme E1 et E2 c'est la base canonique, la norme de E1 c'est racine de A, la norme de E2 c'est racine de C. Donc j'obtiens que A est plus petit que C. Par ailleurs, une autre propriété que j'ai, c'est que si je modifie mon système de coordonnées en ajoutant au second vecteur un multiple du premier vecteur, eh bien je sais que c'est plus grand que E2. Alors désolé, il y a une petite faute de frappe. Donc, cette chose-là est forcément plus grande que E2. Cette norme-là est plus grande que la norme de E2, sinon je pourrais modifier mon système de coordonnées en remplaçant E2 par E2 plus KE1. Ça resterait une base de Z2, et j'aurais réduit le vecteur des normes dans l'ordre lexicographique. Alors, le seul cas qui va m'intéresser, en fait, c'est K égale moins 1, qui me donne que 2B est plus petit que A. Et finalement, la condition de signe qui dit que le produit scalaire de E1 et E2 est positif, elle me dit donc que le produit scalaire des deux vecteurs de la base canonique est positif. Ce produit scalaire, c'est le terme hors diagonale, c'est B. Elle me dit que B est positive. Et donc ces trois inégalités, elles caractérisent le domaine fondamental. Donc on voit un cône polyédral. Alors, ça a l'air peu de choses, mais ça permet de répondre à des questions non triviales. Par exemple, le type de question qui était à la mode du temps de Lagrange, c'est de chercher, étant donné à une forme quadratique, quels entiers elle représente. Donc on a vu que Lagrange avait démontré le théorème des 4 carrés, avec x1 carré plus x2 carré plus x3 carré plus x4 carré, mais c'est naturel de chercher moins de carrés, et c'est naturel de chercher d'autres formes quadratiques. Donc si on s'intéresse aux entiers qui se représentent de cette manière-là, eh bien, la première chose à faire, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si je fais un changement de coordonnées dans Z2. Après un changement de coordonnées dans Z2, eh bien, je représenterai toujours les mêmes entiers. J'aurai une nouvelle forme quadratique, ax2 plus 2bxy plus cy2, qui représentera toujours les mêmes entiers, puisque mon changement de coordonnées induit une bijection de Z2 dans lui-même. Mais en choisissant bien mon changement de coordonnées, je peux me ramener au domaine fondamental, où les coefficients A, B, C vérifient ces inégalités. Par ailleurs, un changement de coordonnées dans Z2, ça ne touche pas au déterminant, puisque les bijections de Z2 dans Z2, les matrices qui induisent une bijection de Z2 dans Z2, elles sont toutes de déterminant 1. Et donc le déterminant après changement de variable est le même que celui avant changement de variable, c'est-à-dire qu'il vaut 1. Et alors, à partir de là, en utilisant cette identité et celle-là, eh bien, c'est un jeu de quelques lignes d'obtenir que A et C valent 1 et B vaut 0. Et donc, les nombres qui s'écrivent de cette manière-là, ils peuvent aussi s'écrire x2 plus y carré. Et donc ça, ces nombres-là sont connus. Donc les carrés et puis les produits de nombres premiers congrus à 1 modulo 4, je crois. Voilà, donc Lagrange, en fait, s'était intéressé à ces questions et avait construit une table des formes quadratiques qui sont dans le domaine fondamental et qui sont à coefficient entier. Donc ici, vous les avez classés par déterminant. Oui. J'ai pas compris. Là, sur le transparent précédent, Oui. 131 divisé par 13 moins 44 au carré. Alors là, c'est un multiplié. Pardon? Là, c'est un signe multiplié. Oui, mais 131 multiplié par 13, c'est pas 44 au carré plus
Ah, 131 fois 13. L'expression qui est à droite du signe égal, entre le signe égal et le point, Alors, ben, bon, il faudrait que... Bon, vous avez sans doute raison, hein, je ne ferai pas de tête, mais... c'est faux, effectivement. Donc j'ai mal recopié quelque part. Bon, désolé. Donc j'ai mal recopié quelque part, mais... bon. en gros, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous avez choisi ces nombres-là. J'ai choisi ces nombres-là et je les ai mal recopiés d'un exposé sur l'autre. J'ai choisi ces nombres-là pour que ça fasse 1 et je les ai mal recopiés après coup. Ok, merci. Voilà, donc désolé. Bon. Donc, voilà, donc néanmoins, donc si ça valait 1, eh bien on savait que les entiers représentables seraient les mêmes que ceux représentés par la forme quadratique identité. Et puis, donc Lagrange avait des réponses similaires donc pour tous les petits entiers, donc ici jusqu'à 12. Voilà, donc c'est à ça que c'est pour cela qu'on s'intéressait à la réduction des formes quadratiques. Alors, donc, je ne résiste pas à vous montrer un joli algorithme géométrique dû à Lagrange et qui revisite le plus vieil algorithme jamais introduit, donc l'algorithme d'Euclide. Donc cet algorithme sert à calculer le PGCD de 2 points. Et alors, si on a de 2 entiers, donc si on a AB des entiers, tant que le produit est non nul, on les réordonne pour que A soit plus petit que B. Et ensuite, on soustrait AB le plus proche multiple de A. Alors, Lagrange, ce qu'il a proposé, c'est de remplacer A et B par des vecteurs. Donc on prend AB dans R2, et puis jusqu'à ce que la norme se stabilise. Donc ici, elle ne devient jamais nulle si A et B forment une famille libre, mais elle finit par se stabiliser, par être constante à partir d'un certain nombre d'itérations. Eh bien, on réordonne les entiers, de sorte que on réordonne les vecteurs, de sorte que la norme du premier soit plus petite que celle du second. Et on soustrait à B le plus proche multiple de A. Donc il y a une expression. Donc évidemment, on ne peut plus écrire B divisé par A, mais on est obligé de remplacer ça par le produit scalaire de A avec B divisé par norme de A au carré. Ce qui, dans le cas de vecteurs unidimensionnels, revient à B divisé par A. Alors, en bas, vous voyez l'algorithme de Lagrange qui progresse à droite et l'algorithme d'Euclide qui progresse à gauche. Et donc on voit que l'algorithme de Lagrange partant d'Euclide partant de 2 entiers, 5 et 7, en quelques itérations, il arrive à 0 et 1. Et l'algorithme de Lagrange partant de 2 vecteurs qui avaient des expressions 5, 7, 3, 2, arrive en quelques itérations ici à la base canonique. Alors, ce qui est intéressant dans l'algorithme de Lagrange, comme dans l'algorithme d'Euclide, c'est qu'à chaque fois, on ajoute à B un multiple entier de A, donc le réseau engendré reste le même. Alors, ici, j'ai réécrit l'algorithme de Lagrange en remplaçant A et B par E1, E2, ce qui sont les notations pour la base qu'on voulait. Et donc, en remplaçant les normes par les normes associées à la matrice. Et donc, l'algorithme de Lagrange s'écrit jusqu'à ce que le produit norme stabilise, réordonner, et puis soustraire à E2 le plus proche multiple de E1, donc, qui est le plus proche, donc E2 moins E1 fois le plus proche entier de ce produit scalaire. Alors là, c'est le produit scalaire associé à M, donc c'est E1 transpose fois M fois E2, divisé par la norme associée à M de E1 au carré. Round, c'est l'arrondi, c'est la partie entière, ça? Round, c'est le plus proche entier. Plutôt que de prendre la partie entière ou la partie supérieure, on prend le plus proche entier. Ça veut dire 2,7, round de 2,7? Ça fait 3.
Rond de 2,7, ça fait 3. Alors, ici, l'algorithme converge aussi vite que l'algorithme du PGCD de manière géométrique, puisque le produit des normes décroît d'un facteur racine de 3 à chaque itération, sauf la première et la dernière. Et donc, ceci permet de calculer donc, la réduction de Minkowski, la base réduite de Minkowski pour une matrice M quelconque en dimension 2. Alors on pourrait vouloir généraliser cet algorithme en dimension D plus grande que 2. Voilà. Donc l'intérêt de cet algorithme, c'est qu'il permet de manière effective de faire la réduction au domaine fondamental qu'on a vu tout à l'heure. On savait qu'elle existait. Ici, on a un algorithme effectif qui converge en un nombre logarithmique d'itérations en le conditionnement de la matrice. Donc si on voulait généraliser ça en dimension plus grande, eh bien, on pourrait adopter une structure similaire, donc réordonnée par norme croissante, et puis soustraire à EI la plus proche combinaison linéaire entière des vecteurs EJ avec J plus petit que I. Et itérer ça, donc je ne rentre pas dans les détails de l'algorithme, simplement pour dire que ça ne marche qu'en dimension 3 et 4, et que ce sont des résultats récents avec donc, pas mal de géométrie pour arriver à démontrer ces propriétés. Alors, avant de passer à la réduction de Voronov, je voulais juste dire un mot sur l'algorithme LLL dont on n'est pas très loin et qui est aussi donc, hors du domaine des EDP, qui est ma spécialité et auquel on va venir. La principale application, enfin, un des grands succès de cette étude au XXe siècle, de l'interaction des formes quadratiques avec les réseaux. Donc l'algorithme LLL, il se place en dimension arbitraire D, et puis on se donne une base du réseau qui nous intéresse, et itérativement, on réordonne cette base par norme croissante, et on soustrait à EI, pour tous les I ou pour un certain I, suivant les itérations, je ne rentre pas dans les détails de l'algorithme, le plus proche multiple de EI-1. Donc on ne prend pas tous les vecteurs précédents parce que ce serait coûteux, mais on soustrait le précédent. Et on se donne aussi un critère de terminaison plus souple que la stabilisation exacte du produit des normes. Donc je ne rentre pas dans les détails pour avoir du temps pour la suite, mais donc je voulais mentionner cet algorithme. Donc il ne calcule pas la base réduite de Minkowski, puisque le critère de terminaison... il ne calcule pas la base réduite de Minkowski, la base optimale, mais il calcule une bonne base, une base qui est bien adaptée au réseau, ou bien adaptée à la géométrie définie par la matrice M, avec des garanties d'orthogonalité. Il a été utilisé pour déterminer les plus petits éléments d'un réseau, ou le point le plus proche, les points du réseau le plus proche d'un point donné. Donc à partir du moment où on a un bon système de coordonnées, ces questions deviennent plus accessibles. Et il a des applications pour la factorisation de polynômes, d'entiers et les attaques cryptographiques donc, qui sont liées à ces questions, puisque factoriser un grand nombre, ça permet de casser les codes RSA et que les méthodes de factorisation sont aujourd'hui basées sur le calcul de bonnes bases de réseau. Voilà, donc je voulais décrire un petit exemple pour avoir un exemple concret de à quoi ça peut servir en dimension non géométrique, en dimension plus grande que 2 ou 3. Alors en dimension D, de calculer une bonne base. Donc le problème du sac à dos, c'était une alternative au RSA en 1978. C'était la seule en fait. Et donc les algorithmes de réduction de base de réseau, l'algorithme LLL que j'ai décrit,
a complètement détruit cette approche de la cryptographie. Heureusement que ça n'a pas complètement détruit l'algorithme RSA également. Donc le problème du sac à dos, ça consiste à se donner des entiers qui correspondent à des objets qu'on voudrait faire rentrer dans un sac à dos. Et puis un entier A qui est la capacité du sac à dos. Et on cherche quels objets on pourrait mettre dans notre sac à dos pour le remplir exactement. Bon, il faut imaginer que les objets sont un peu liquides, évidemment, parce que s'ils ont des formes géométriques, on ne va pas pouvoir les entasser aussi bien. Et donc on cherche à savoir s'il faut prendre ou pas prendre le IM objet pour que donc, la somme des volumes des objets fasse exactement la capacité du sac à dos. Alors, c'est un problème qui est NP complet en général, mais les instances qui étaient utilisées en cryptographie, elles étaient un peu spécifiques. Elles avaient une structure cachée que l'algorithme du LLL arrive à exploiter de manière implicite. Et donc, l'algorithme du LLL, il ne permet pas de résoudre directement ce type de problème, mais il permet de calculer des bonnes bases de réseau de manière ensuite à pouvoir trouver le point le plus proche d'une cible donnée. Donc ici, comme cible, on peut se donner A, la capacité désirée, et puis 1,5 pour les epsilon i, parce que 1,5 c'est pas très loin de 0 et pas très loin de 1. Et donc, on peut utiliser la bonne base obtenue par l'algorithme LLL pour trouver un point proche de ceci qui soit dans le réseau dont les points sont ceux-là. Donc ça, c'est un réseau de dimension n-1 en dimension, en dimension n, de dimension n en dimension n plus 1. Voilà, donc, dont les éléments génériques sont de cette forme. Voilà, donc ça, c'était pour la réduction de Minkowski, l'étude la plus... voilà, la façon la plus classique d'étudier l'interaction des formes quadratiques et des réseaux. Alors maintenant, je vais passer à la seconde réduction de Voronoi. Pourquoi la seconde en premier ? Eh bien parce que c'est celle qui est la plus directement liée à ce cours. Donc la seconde réduction de Voronoi, c'est une triangulation de Delaunay. Donc on se donne une matrice M et on se demande quelle est la triangulation de Delaunay de ZD pour la norme associée à cette matrice. Donc je rappelle, mais tout le monde doit le savoir par cœur, que des points des sites, donc ici les sites sont à coordonnées entières, c'est E1, EK dans ZD, ils sont les sommets d'une facette de TM de cette triangulation si et seulement si leur région de Voronoi s'intersecte. Et la région de Voronoi de E, c'est l'ensemble des points qui sont plus proches de E que de n'importe quel autre site. Donc ici, les sites, encore une fois, ce sont les points à coordonnées entières. Donc Voronoi avait en fait introduit les diagrammes de Voronoi dans ce contexte où les sites sont les points à coordonnées entières. Alors il se trouve que si on regarde la triangulation obtenue, voilà, donc si on regarde la triangulation obtenue, eh bien, on va tomber toujours en dimension 2, par exemple, on va toujours tomber sur la même, sauf cas dégénéré, à un changement de variable à coordonnées entières, près. Voilà, donc en dimension 2, on va toujours tomber sur la même triangulation, donc celle avec, disons, des demi-carrés, à un changement de variable à coordonnées entières près.
Et en dimension 3, c'est pareil. En dimension 4, il y a 3 triangulations non équivalentes. Et en dimension 5, il y en a 222. Donc, et après, on ne sait pas parce que le problème devient trop compliqué. Et ça va permettre d'aider à classifier les formes quadratiques. Alors, pourquoi? Et d'abord, qu'est-ce que c'est qu'on appelle une réduction? Et pourquoi est-ce que ça s'appelle une réduction? Alors, ce qu'on appelle une réduction, donc une réduction, c'est une réduction pour un ensemble sur lequel agit un groupe. C'est un procédé qui permet d'écrire les éléments de l'ensemble. Donc ici, les éléments de l'ensemble sont des matrices symétriques définies positives, comme A.n. Alors ici, ce point, ça désigne l'action du groupe sur l'élément n, qui, dans le cas des matrices symétriques définies positives, est définie par changement de variable, comme ça. Où A doit donc être dans le groupe qui agit sur l'ensemble, et n doit appartenir à un domaine fondamental et être unique. Et donc, en pratique, donc, on construit une application qui va de notre ensemble qui nous intéresse, donc ici SD++, les matrices symétriques définies positives dans un ensemble X, qui va être discret et qui sera et sur lequel ce sera facile de résoudre ce problème. Donc, donc une application qui est compatible avec l'action. Et ensuite, on hérite la réduction sur SD++ de celle dont on dispose déjà sur X. Donc, dans le cas de la réduction de Minkowski, X, c'était l'ensemble des bases de ZD. Et donc, on avait une application ρ qui prenait une matrice qui associait sa base réduite, qui était compatible avec l'action du groupe. Et donc, et donc, en calculant ρ de m, on obtenait une base qui nous donnait directement le changement de variable à appliquer pour se ramener au domaine fondamental. Dans le cas de la seconde réduction de Voronoi, on a une application qui prend une matrice symétrique définie positive et qui lui associe une triangulation. Et on sait que cette triangulation, elle est en dimension au moins jusqu'à 3, toujours équivalente à une même triangulation, à un changement de variable près. À partir des dimensions 4, c'est équivalent à un ensemble fini de triangulation. Et donc, on utilise le changement de variable qui sert à se ramener à la triangulation de référence pour faire cette décomposition. Voilà, donc ça, c'était le lien entre les deux réductions. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces choses des réductions? Après, je ne vais pas vraiment utiliser cette propriété, je vais plutôt m'intéresser aux propriétés géométriques des objets qu'on construit ainsi, parce que c'est des constructions qui sont très intrinsèques et qui permettent de bien analyser l'interaction de la forme quadratique avec le réseau et qu'on va pouvoir utiliser pour faire des schémas numériques. Alors, il y a une propriété exceptionnelle de la triangulation de Delaunay, 2ZD. Une propriété qui n'a pas du tout d'équivalent dans le cadre général où les points sont des points de R2 ou de RD distribués de manière arbitraire. C'est une propriété d'angle aigu. Donc, si vous considérez 3 points qui sont les sommets d'un triangle, enfin d'une 3 facettes, puisque la triangulation peut être en dimension D arbitraire, alors l'angle est aigu.
l'angle qu'il forme est aigu. Donc la preuve, elle tient en une ligne. Il faut se donner un point P qui est dans l'intersection des 3 cellules de Voronoi. Alors ce point P, il est par définition à la même distance de E0, de E1 et de E2. Ce sont les 3 points les plus proches de P. Et il est également plus proche de ces 3 points que de n'importe quel autre point. Donc on va choisir un autre point particulier, E1 plus E2 moins E0, qui a du sens ici parce que un réseau c'est stable par addition. Donc si j'additionne et que je soustrais des points du réseau, je retombe sur mes pieds, je retombe sur le réseau. Donc cette quantité-là, elle est positive, puisque ceci c'est égal à ceci qui est égal à ceci, et que ça c'est plus grand. Et en faisant un petit développement, on obtient qu'elle est égale au produit scalaire qui m'intéressait. Donc ça veut dire que donc ici j'ai représenté l'étoile de Delaunay, donc la partie de la triangulation de Delaunay qui contient l'origine, simplement les simplexes qui contiennent l'origine. Et donc ce qu'affirme ce résultat, c'est que les angles entre 2 sommets consécutifs vont être toujours aigus, mesurés dans le produit scalaire associé à la matrice. Voilà, donc ici vous avez des exemples d'ellipses, comme on a vu tout à l'heure, et puis qui représentent donc la boule unité associée à une forme quadratique, et puis la triangulation de Delaunay associée, dont j'ai gardé que les triangles qui contiennent l'origine, et en fait c'est ceux-là qui vont être intéressants pour la suite. On ne va pas du tout s'intéresser à la triangulation de Delaunay globalement, mais simplement à l'étoile associée à l'origine. Voilà, donc on voit que cet objet s'aligne avec l'ellipse et s'allonge quand l'ellipse s'allonge. Voilà, donc là c'est la même chose en 3D. Donc j'ai représenté les boules unités d'un certain nombre de formes quadratiques, et puis l'étoile de Delaunay, donc les simplexes qui contiennent l'origine. On voit que c'est des objets discrets qui s'alignent avec les directions de l'ellipse et qui prennent plus ou moins sa forme. Et donc, cette propriété d'angle aigu, c'est un petit miracle qui est dû à la fois aux bonnes propriétés de la triangulation de Delaunay et à l'additivité du réseau. Et on va l'utiliser pour résoudre une équation en dérivée partielle pour calculer des plus courts chemins. Alors pour ça, j'ai besoin d'introduire des petites choses. Donc je vais d'abord rappeler l'algorithme de Dijkstra. Alors l'algorithme de Dijkstra, c'est sans doute le second algorithme le plus connu après l'algorithme d'Euclide, j'imagine. Donc on se donne un ensemble fini de points que j'imagine inclus dans RD. Et puis pour chaque point, on a un ensemble de voisins. Donc on définit ainsi un graphe et on cherche à calculer des distances sur le graphe. Disons la distance au bord du graphe, qui sera juste un sous-ensemble de points du graphe. Voilà, donc on cherche à calculer la distance au bord du graphe. Il se trouve que la distance au bord du graphe, elle a une propriété de point fixe. C'est le point fixe de l'opérateur lambda, défini ainsi. Lambda u de x, c'est le min parmi tous les voisins de x de u de y plus norme de x moins y. C'est-à-dire que la distance de x au bord du graphe, eh bien, c'est le min parmi tous les voisins de x, noté y, de la distance de y au bord du graphe, plus la longueur de x à y. Alors,
Voilà, donc l'algorithme de Dijkstra, c'est, d'un certain point de vue, un algorithme de résolution de points fixes. Donc un algorithme pour trouver un point fixe d'un opérateur lambda, défini comme ceci, et qui procède en une unique itération. Donc on commence par initialiser U à 0 sur le bord du graphe à plus l'infini ailleurs. On définit des drapeaux, un drapeau pour chaque point, qu'on initialise à faux et qui dit si le point est accepté ou pas. Et puis tant qu'il reste un point qui n'a pas encore été accepté, donc dont le drapeau associé dit non, eh bien on cherche le point non accepté qui minimise U, on le marque comme accepté et on fait les mises à jour des voisins de ce point qui est nouvellement accepté. Donc les voisins, c'est les voisins pour le graphe renversé. Donc c'est V crochet X. Voilà, puisque dans le cas où le graphe n'est pas symétrique, il faut faire un tout petit peu attention. Il y a deux notions de voisinage. Un voisinage direct utilisé dans la définition de l'opérateur lambda et un voisinage inverse qui va apparaître dans l'algorithme de Dijkstra. Voilà. Alors, donc ça permettait de calculer des plus courtes distances sur des graphes, mais a priori, il n'y avait pas vraiment de... Enfin, il n'y avait pas encore de DP ici. Donc, la programmation dynamique et l'algorithme du fast marching, il consiste à reprendre cet algorithme de Dijkstra, mais à modifier un peu ces données, à modifier l'opérateur lambda et les voisinages V. Et on va demander des propriétés sur l'opérateur lambda, sinon on ne trouve pas le point fixe. Donc si ces propriétés ne sont pas satisfaites, alors Dijkstra eh bien, ne trouvera pas un point fixe. À la fin, on n'aura pas U égale lambda U, qui est ce qu'on veut. Donc les propriétés nécessaires pour qu'on puisse bien généraliser Dijkstra, pour que Dijkstra résolve un problème de point fixe de l'opérateur lambda, c'est les suivantes. Donc il faut que lambda soit monotone, c'est-à-dire que si U est plus petit que V, alors lambda U est plus petit que lambda V. Et puis, il faut que l'opérateur lambda soit causal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la causalité? C'est la condition la plus importante. Ça dit que si je connais les temps d'arrivée strictement antérieurs à une valeur lambda, arbitraire, si je connais les temps d'arrivée strictement antérieurs à lambda, alors je peux déterminer les temps d'arrivée inférieurs ou égaux à lambda. Donc c'est une propriété de causalité qui dit que le temps d'arrivée en un sommet du graphe ne dépend que des temps d'arrivée strictement antérieurs et ne va pas dépendre des temps d'arrivée futurs. Donc l'algorithme de Dijkstra, il repose implicitement sur ces deux hypothèses et aucune autre, la monotonie et la causalité. Donc si on construit un autre opérateur qui satisfait ces deux propriétés et qui n'a peut-être rien à voir avec un graphe, eh bien on pourra l'utiliser pour résoudre un problème de point fixe, lambda U égale U. Alors, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on se donne lambda U de x défini comme le minimum. Alors on va remplacer nos ensembles de voisins par des petits polytopes. Donc on remplace nos ensembles de voisins par des petits polytopes. On introduit l'opérateur d'interpolation sur ces polytopes et on définit lambda U de x comme le minimum d'une quantité très similaire à celle qu'on avait tout à l'heure dans Dijkstra, mais avec des petites modifications. Donc la longueur de l'arête de x à y, on va la mesurer par une certaine métrique riemannienne donnée. Donc une métrique riemannienne, c'est rien d'autre qu'une application qui, à chaque point d'un domaine, associe une matrice symétrique définie positive. Et puis, comme y n'est pas forcément un sommet de l'ensemble de discrétisation x,
mais que c'est un point du polytope, défini comme le voisinage de x, eh bien on s'autorise une interpolation linéaire ici. Alors, donc la valeur u de y, on n'y a pas accès forcément si y n'est pas un sommet de v de x, donc on va l'interpoler. Et donc la monotonie, elle découle de la monotonie de l'interpolation linéaire. Si j'augmente les valeurs de u, alors cette interpolation augmente, donc ce minimum augmente, et donc lambda u augmente. Et la causalité, elle est équivalente à une propriété géométrique. C'est un résultat de Sétiane. Donc la propriété de causalité, dire que les temps d'arrivée présents ne dépendent que des temps d'arrivée passés, ça revient à dire que pour tout sommet yz de v de x, donc le voisinage associé à x, on a le produit scalaire z-x, y-x, mesuré dans la métrique au point x qui est positif. Alors, donc l'idée ici, c'est pour chaque point x de mon ensemble de discrétisation, qui sera une grille, de définir v de x comme l'étoile de Delaunay au point x, donc les simplexes de t m de x qui contiennent x. Et donc cette petite étoile de Delaunay, elle a la propriété d'angle aigu qui est requise pour avoir la causalité. Voilà, donc les deux sommets consécutifs de ce petit polytope, donc cette petite triangulation, forment toujours un angle aigu. Donc il y a la propriété qui avait été découverte par Sétiane et pour laquelle de nombreuses constructions ont été proposées, mais aucune n'a l'efficacité de... Oui. Je ne comprends pas la causalité équivalente. Parce que Alors, oui. V de x, il est là. Oui. Et V de x, ça comprend tous les sommets qui sont là. Oui. Mais alors... mais pour sous-sommet... Alors j'ai oublié de dire d'une même facette. Pardon. Donc c'est une très bonne remarque, c'est pour tout sommet d'une même facette. Ok, merci. Voilà, donc c'est des sommets d'une même facette. Donc ici, en dimension 3, ça va être des sommets d'une même facette. En dimension 2, c'est des sommets consécutifs. Donc vous avez bien fait de poser la question, j'avais oublié de mentionner ça. Donc pour tout sommet d'une même facette, le produit scalaire doit être positif. Et donc cette approche a permis de résoudre des calculs, enfin de calculer des distances pour des métriques riemanniennes fortement anisotropes, ce qui n'était pas possible ou très difficile avant. Donc je vais terminer avec la première réduction de Voronoi. Alors la première réduction de Voronoi, elle est liée aux empilements compacts de sphères. Donc Voronoi introduit un ensemble de formes quadratiques. Donc les formes quadratiques qui donnent une norme plus grande que 1 à tous les vecteurs à coordonnées entières. Alors si K est un polytope convexe, oui, il est intéressant de remarquer que cette condition est... Enfin, pardon, excusez-moi. Donc, il est intéressant de remarquer que cette condition est linéaire en Q, puisqu'elle serait écrite trace de Q fois E transpose plus grand que 1. Et donc, K est défini par des inégalités linéaires. Donc, c'est un polytope convexe. Alors, les sommets de K, on les appelle des formes parfaites et sont liés aux arrangements compacts de sphères. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que pour tout élément de K, les ellipsoïdes suivants sont disjoints. Donc les ellipsoïdes obtenus en translatant celui-ci par un vecteur à coordonnées entières, donc en translatant l'ellipsoïde E de Q par un vecteur à coordonnées entières, et E de Q, c'est l'ensemble des points qui sont de normes plus petites que 1,5. Donc il faudrait mettre strictement plus petit pour que ce soit réellement disjoint. Voilà, donc à chaque élément de K, on peut associer une famille d'éléments d'ellipsoïdes disjoints. Et
le volume occupé par ces ellipsoïdes disjoints, eh bien, il dépend du déterminant de la forme quadratique. En faisant un petit changement de variable, on transforme ces ellipsoïdes en des sphères. Les sphères, comme les changements de variables linéaires préservent les aires, elles occupent le même volume de l'espace que les ellipsoïdes précédemment. Donc chercher des empilements périodiques compacts de sphères, ça revient à minimiser le déterminant parmi toutes ces matrices. Et quand on minimise le déterminant, donc déterminant puissance 1 sur d étant concave, eh bien, on tombe sur les sommets. Voilà, donc Voronoi introduit les formes parfaites qui ont été très étudiées pour leur lien avec les empilements compacts de sphères. Et oui. La série, c'est quoi? C'est 1, 3, 6 Où ça la série? De haut en bas, là, je me souviens plus. Il y a, si vous mettez au centre, il y a 1, 3, 1, alors, 6. Je ne sais pas, je suis désolé. Je ne le connais pas explicitement. Donc, alors les formes parfaites, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a qu'une. Donc les formes parfaites en dimension 3, il n'y en a qu'une. En dimension 2, il n'y en a qu'une aussi. Elle correspond à l'empilement hexagonal. Et puis, en dimension plus grande, eh bien, il y en a de plus en plus. Et certaines formes parfaites correspondent à des empilements optimaux de sphères, d'autres localement optimaux, d'autres pas du tout optimaux. Mais en tout cas, donc, elles sont liées à ces empilements optimaux de sphères. Et la première réduction de Voronoi, donc la dernière réduction qu'on étudie, elle va associer à chaque matrice symétrique définie positive une forme parfaite. Donc, une forme parfaite obtenue en minimisant trace de Q fois M sur l'ensemble K. Alors, je rappelle que K est un polytope convexe. Donc, quand on minimise une fonction linéaire sur K, on tombe forcément sur un sommet de K, ou éventuellement dans un cas dégénéré sur l'ensemble d'une face, mais ça contient toujours un sommet. Voilà, donc à chaque M, j'associe une forme parfaite par un problème de minimisation. Et donc, comme il n'y a qu'un nombre fini de formes parfaites, eh bien, ça me fait une nouvelle forme de réduction. Voilà, donc qu'on peut même représenter graphiquement en dimension 2. Voilà, donc sur ce dessin, on voit l'ensemble des matrices en dimension 2 de déterminant 1 qui a été paramétré par le disque de Poincaré. Donc il y a une façon naturelle de faire ça. Et on voit qu'on peut faire une triangulation de ce disque de Poincaré, très dégénéré, tel que dans chaque triangle, on va vers la même forme parfaite. Voilà, donc un domaine fondamental pour cette réduction, ce serait par exemple un quelconque de ces triangles. Donc, par exemple celui-là. Alors, cette réduction de Voronoi, à nouveau, je ne vais pas l'utiliser pour réduire des matrices, mais pour un byproduct. Donc, à chaque fois qu'on a un problème d'optimisation sous contrainte, on a des relations de Kuhn et Tucker. Et ici, les relations de Kuhn et Tucker, elles me disent que la matrice M peut s'écrire sous une forme lambda I, EI tenseur EI, donc ça veut dire EI, EI transpose, avec des lambda I qui sont positifs et des EI qui sont à coordonnées entières. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que je suis en train de minimiser une fonction linéaire sous des contraintes linéaires et qu'à l'optimum, eh bien, la fonction objectif peut s'exprimer comme combinaison linéaire positive des fonctions contraintes. Voilà, donc cette première réduction de Voronoi me donne une décomposition des matrices qui ressemble un peu à la décomposition en valeurs propres, vecteurs propres, excepté que les EI, il y en a D plus 1 sur 2 au lieu de seulement D, qui sont à coordonnées entières, et puis que les lambda I, et qui sont à coordonnées entières. Alors, je vais passer rapidement sur la fin, mais pour dire simplement que cette décomposition-là,
c'est la clé pour faire des schémas numériques. Donc on peut faire de la diffusion anisotrope, on peut utiliser ça pour approcher une norme de gradient carré. Et donc la diffusion anisotrope, ça permet donc de lisser des images tangentiellement à des objets d'intérêt pour essayer de ne pas effacer ici les lignes de la main, mais de lisser tangentiellement à elles, de faire un lissage transverse aux lignes de la main. Et puis, ça permet aussi de résoudre des équations éconales. Donc là, je vais passer rapidement, mais simplement pour dire que, à l'aide de la réduction de Voronoi et de quelques étapes supplémentaires, mais c'était ça l'élément clé, on a réussi à faire des schémas numériques pour des équations éconales, faisant donc intervenir des offsets donc construits par des méthodes arithmétiques, par la réduction de Voronoi, et donc qui permettent de résoudre des équations éconales fortement anisotropes, non riemanniennes, et notamment celles qui caractérisent les plus courts chemins avec une pénalisation de courbure. Voilà, donc ici, une pénalisation de courbure où on demande que la courbure soit bornée inférieurement. Donc les trajectoires sont des suites de segments de droite et de cercles. Ici, une pénalisation de la courbure au carré, ce qui a une interprétation physique. C'est l'énergie d'une barre élastique qui est due à Euler. Et ici, une troisième forme de courbure, une pénalisation linéaire en la courbure. Donc un modèle dû à Ritschep, un peu modifié. Voilà, donc c'est... Alors, j'avais une petite démo, donc pour montrer un petit peu... donc comment l'utilisation de ces réductions de Voronoi a permis de résoudre de nouvelles EDP sur grille cartésienne, donc des EDP fortement anisotropes, qui permettent de résoudre des équations éconales presque dégénérées et donc de trouver des plus courts chemins avec des bornes sur la courbure. Voilà, donc ici une borne absolue sur la courbure. Donc du coup, les plus courts chemins qu'on extrait ont des arcs de cercle, ou ici une pénalisation au carré. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. C'est la fin de mon exposé. Qu'est-ce qu'on appelle une équation iconale? Alors une équation, je suis désolé, je n'osais pas dépasser, donc j'ai sauté un peu vite sur la fin. Donc une équation éconale, c'est une équation qui dit que la norme du gradient vaut 1. Donc l'équation éconale standard, c'est celle-là, c'est dire que la norme du gradient vaut 1. Les équations éconales, ça caractérise les fonctions de distance. Donc une fois qu'on a résolu l'équation éconale, on a calculé une fonction de distance, par exemple la fonction de distance à un point donné. Et ensuite, en faisant une sorte de descente de gradient, eh bien, on retrouve une sorte de descente de gradient pour cette fonction de distance. On retrouve le plus court chemin jusqu'au point donné. Voilà, donc les équations éconales, c'est des équations du premier ordre. Et pour les résoudre efficacement, il faut les discrétiser d'une certaine manière qui est monotone et causale, en un sens un peu différent de tout à l'heure. Et ça, dans le cas riemanien, c'est possible à l'aide de la décomposition, de la première réduction de Voronoi. Donc la première réduction de Voronoi me donne une décomposition d'une matrice D quelconque sous cette forme-là. Et du coup, j'en déduis une approximation du gradient carré d'une fonction U comme somme de termes qui
qui sont monotones et causaux dans le sens où ils dépendent de manière croissante de différence finie u de x moins u de x moins ei ou u de x moins u de x plus ei, et causaux dans le sens où ils dépendent que des parties positives. Donc dans le cas riemanien, l'équation éconale me donne directement, la réduction de Voronoi me donne directement une discrétisation de l'équation éconale qui est celle-là, qui satisfait la monotonie et la causalité et qui permet donc de la résoudre efficacement. Et puis dans le cas des autres modèles que j'ai présentés, on a des Hamiltoniens qui ont des formules un peu plus compliquées mais qui sont néanmoins explicites. Et en adaptant l'outil riemanien, on arrive à les approcher de manière monotone et causale avec des expressions qui sont des sortes de généralisation de celle-là. Et donc on peut résoudre l'équation éconale et trouver les plus courts chemins.